Marie-Paule Virard, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue pour nous parler de votre ouvrage « Les inventeurs du monde moderne » publié aux éditions Vendémiaire et qui est une sorte en fait de voyage dans le temps où vous racontez justement des histoires sur les inventeurs du monde moderne. Et notamment dans cet ouvrage, vous évoquez la naissance de l'école ESCP, puisqu'à cette époque, vous racontez qu'au 19e siècle, la hiérarchie des classes évolue, la bourgeoisie arrive au pouvoir et il y a un besoin, c'est former ses enfants, d'où la naissance de cette école. Absolument, c'est vrai que le 19e siècle, donc c'est le siècle des inventeurs, et c'est aussi celui où la hiérarchie des classes sociales évolue. La noblesse laisse la place à la bourgeoisie d'affaires, et c'est la bourgeoisie d'affaires qui va gérer les affaires du pays. Et donc, effectivement, elle a besoin de former ses enfants pour pouvoir tenir, évidemment, les postes économiques et politiques les plus importants du pays. Et c'est à ce moment-là, en 1825 exactement, qu'on crée donc cette école qui, à l'époque, s'appelle l'École spéciale d'économie de Paris et qui, après, sera l'École supérieure de commerce, pardon, et non pas d'économie, de Paris, et qui sera donc l'ESCP, qui est encore aujourd'hui l'ESCP. Et c'est la première des écoles de commerce. Et c'est la première de toutes, puisque autant on avait créé déjà des grandes écoles d'ingénieurs, notamment à la fin du siècle précédent, au XVIIIe, l'école polytechnique, en 1794, mais en revanche, il n'existait aucune école de commerce. Donc les bonnes fées qui vont se pencher sur le berceau de cette nouvelle école de commerce, ce sont des hommes d'affaires qui arrivent aux affaires. C'est par exemple Vital Roux, qui est un négociant lyonnais très connu dans l'aristocratie des affaires. C'est le banquier Jacques Laffitte, qui a été gouverneur de la Banque de France. C'est un certain monsieur Ternaux, qui est un industriel du textile qui est très réputé pour ses cachemires. Et c'est aussi Jean-Baptiste Say, qui est un économiste libéral. Voilà. Donc, toutes ces bonnes fées, eh bien, ce sont des libéraux et ce sont des partisans de ce qu'on appelle à l'époque la doctrine de Saint-Simon. Et que dit Saint-Simon? Eh bien, il nous dit que ce sont les producteurs, c'est-à-dire les patrons, les dirigeants, mais aussi les salariés, les artisans, les petits commerçants, tous ceux qui travaillent pour vivre, qui font tourner l'économie d'un pays et qui fabriquent sa richesse. Ce qui est tout à fait nouveau, parce qu'avant, c'était la noblesse, c'était la gestion des terres, et c'était la noblesse de sang qui régnait sur le pays. Alors, vous parlez de nouveautés, et justement, ce que vous dites aussi dans le livre, c'est que l'ESCP est une école particulièrement innovante. Elle est à l'origine notamment des serious games, les jeux sérieux et les business cases, les études de cas, alors que ce seront ce seront les écoles américaines qui en revendiqueront bien plus tard la paternité. Absolument, parce que c'est vrai que le cursus qui s'étale sur 3 ans de l'école de commerce de Paris est tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Il y a les 2 premières années qui sont des années de formation où on fait faire toutes sortes d'humanités aux élèves. On leur apprend la géographie, le français, les langues, les mathématiques, la comptabilité, l'échange, les techniques modernes de production industrielle à travers la chimie, la physique, etc. Enfin, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un cursus. Et la 3e année est consacrée à la mise en pratique. Et là, on invite les élèves à créer leur propre structure pour expérimenter sur le terrain une activité commerciale ou industrielle, pour apprendre à gérer la monnaie avec un bureau de change. On les envoie aussi à l'étranger, ce qui est également une grande nouveauté à l'époque. Où on n'avait pas du tout l'habitude d'envoyer des étudiants à l'étranger. Et on essaye aussi d'attirer d'ailleurs des étudiants étrangers à l'école. Donc tout ça, c'est vraiment révolutionnaire, et de fait, les Serious Games, et ce sera après l'apanage, enfin en tout cas, ce sont les grandes universités anglo-saxonnes qui les reprendront à leur compte. Donc l'objectif d'origine est rempli. C'est un pari réussi finalement de former les négociants, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, rétrospectivement, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on assiste à un système de reproduction des élites qui n'évolue pas malheureusement?
Oui, c'est un pari réussi et l'histoire de l'économie moderne montrera qu'effectivement, il faudra d'autres grandes écoles. C'est pour ça qu'HEC sera créé beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, en 1883, et puis l'ESSEC carrément au début du 19e, en 1907. Mais c'est vrai que ces grandes écoles, en particulier les grandes écoles de commerce, le recrutement reste quand même très élitaire, puisque une étude récente qui est parue récemment montre que les fils et filles d'ouvriers ne sont que 4% dans les 4 grandes écoles d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ESCP, HEC, l'ESSEC et l'EDEC. Eh bien voilà un beau défi pour ces écoles, remonter ces pourcentages serait une bonne chose. Merci beaucoup Marie-Paule Virard. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage « Les inventeurs du monde moderne » aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup.